Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Je suis animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. Aujourd'hui, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors, pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram et LinkedIn. L'Arctique, une terre lointaine et mystérieuse, un espace naturel et singulier, glacial et voire même hostile, qui stimule notre imaginaire à travers les nombreux exploreurs qui sont partis à sa découverte. Cette terre, c'est aussi un laboratoire vivant des impacts du dérèglement climatique sur notre planète. Alors j'ai voulu profiter de la sortie de son livre Arctic Circle pour échanger avec Olivier Henrigaud, grand photographe animalier qui a coécrit avec deux scientifiques, Déborah Pardo, docteur en écologie des populations, et Léo Decaux, glaciologue, pour imaginer comment le tourisme pourrait travailler en coopération avec les projets comme Arctic Interaction, qui s'impliquent pour la protection de la biodiversité et des pôles. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir Olivier pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Je suis ravi vraiment de t'accueillir parce que tu vas nous donner un regard extérieur à l'industrie du tourisme sur tous tes voyages, sur toutes tes observations. Et ça me plaît beaucoup parce que tu as vraiment un autre regard à travers ton métier. Et donc, voilà. Ensuite, c'est l'hiver, donc tu vas nous emmener dans des endroits encore un peu plus froids. Hein. Donc, ça va être intéressant. Donc, voilà, je te laisse te présenter et nous dire quel est ton métier et ce que tu fais. Bonjour François, merci pour ton invitation. Je suis ravi d'être là avec toi et puis avec les auditeurs, avec le public. Alors, pour me présenter, moi je suis un photographe reporter engagé pour la protection de l'environnement. C'est le cœur de mon métier aujourd'hui. Même alors par le passé, j'ai travaillé pour diverses entités et agences de presse, hein, comme photographe d'agence de presse pour des structures comme Reuters, comme Associated Press, comme EPA, donc des agences de presse télégraphiques. Et donc j'ai été amené à couvrir beaucoup de sujets assez divers et variés pour la presse, que ce soit du sport, que ce soit de l'actualité, que ce soit des conflits, voilà, des choses beaucoup moins, des fois un peu joyeuses, hein, comme des attentats ou quoi, mais donc avec effectivement un savoir-faire sur le terrain qui m'a permis au fil du temps de pouvoir me perfectionner, je dirais, et en tant que photographe reporter, et de pouvoir avoir une approche sur des sujets qui me plaît beaucoup parce que moi, ce côté d'aventure, ces voyages, ces rencontres et d'aller vraiment chercher de l'authenticité, c'est très important pour moi, déjà personnellement, et puis après, évidemment, pour aller au cœur des choses. Donc, c'est vrai que je peux autant
bien sûr faire des images, des prises de vue terrestres, mais aussi sous-marines et aériennes. Et j'aime bien avoir bien sûr un regard un peu varié, différent, et ça fait partie de ma, on va dire de mon job, mais aussi de ma personnalité. Mais tu as quand même une spécialité, je veux dire, t'aimes bien, t'es pas juste un photographe, t'es un photographe plutôt animalier, non, on pourrait dire, c'est ça? Tout à fait. Donc après, au fil des années, on va dire, je me suis tourné vers l'environnement et vers l'animalier. Et comme je disais, c'est depuis déjà plusieurs années le cœur de mon métier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec des fondations et des ONG sur des sujets bien précis. Donc ça, ça pour moi, c'était vraiment le plus important. C'était un peu le Saint Graal, mais ça ne pouvait pas aussi arriver tout de suite comme ça. C'est pas possible dans un cheminement de qualité et aussi personnel. Euh, pour moi, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir traiter des sujets à travers différents pays, mais avec des structures bien précises, parce que le côté terrain, pour moi, est très important. Le côté concret, pour moi, me parle beaucoup, et c'est ce que j'ai envie aussi de partager avec le public et avec tous les gens qui me suivent et que je croise, que ce soit dans l'univers de la photographie ou du voyage, du tourisme, de l'animalier. Donc là, c'est vrai que c'est bien, François, parce à travers la photographie, on touche plusieurs sujets qui sont aujourd'hui très sensibles, et c'est vrai dont on va parler, quoi. Hein. Donc bien sûr on va peut-être se focaliser un peu plus sur l'article, mais par rapport à, à mon travail, c'est vrai que je suis amené, par exemple, quand je vais au Kenya, je soutiens par exemple et j'aide l'institution Daphne Sheldricks qui sauve les bébés éléphanteaux. Sur d'autres pays comme la Namibie, ça va être un travail avec Laurie Marker, qui est une doctoresse et qui réintègre les guépards en Namibie. Voilà, c'est donc dans différents pays. Alors, je pourrais en citer plein, hein, comme le Congo, il y a aussi l'organisation des Virunga qui gère la réserve avec les gorilles au dos d'argent. Tout ça. Donc pour moi, tout ça, ça a vraiment du sens, c'est concret. Et puis j'ai encore plus envie de le partager avec le public parce que si on a envie de participer, de s'investir sur des actions concrètes, il faut aussi que nous, sur le terrain, on puisse aussi donner ces informations vraies et justes, parce que qui ne s'est pas dit demain, j'ai envie de participer à un projet, mais je ne sais pas où va aller peut-être ma donation, qu'elle soit petite, grande, ou mon relais sur les réseaux pour faire connaître ces structures. Et moi, je pense que c'est important. Et si j'ai peut-être un rôle à jouer là-dedans, si je peux faire le lien, le pont entre le terrain et peut-être le public qui n'a pas peut-être la chance d'aller voir tout ce que je peux aller voir, je serai très heureux. Et pour moi, ça sera déjà une partie du job qui sera déjà remplie. D'utiliser la photo comme moyen de communication, cette passion, cette envie, ce désir, chez toi, il vient d'où? Alors, chez moi, on est photographe de père en fils. C'est un peu inscrit dans notre ADN. Donc déjà, bien sûr, de la part de mon père, quoi, qui m'a vraiment tout appris en termes de photos. Et, euh, et donc déjà, ça s'inscrit déjà dans les gènes, quoi, hein, dès le démarrage. Voilà. Après, de vouloir aller faire du reportage à l'extérieur, et tout, je suis sorti de mes parents, mes grands-parents n'avaient pas du tout la même spécificité que moi. Voilà. Moi, c'est vraiment ce côté aventure, animalier, euh, que je recherchais finalement, quoi. Et à travers tous ces voyages que tu as pu faire à travers le monde, hein, tu as voyagé partout, tu es un véritable globe-trotter, tu as pris des photos dans le monde entier. Quelles sont tes observations sur l'état de la planète aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont dit, oh là, ça t'a même aidé à prendre conscience et te dire, maintenant, c'est pas juste de prendre des photos, il faut peut-être que j'aille dans l'action. Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que au début, j'étais très heureux on va dire, d'amener des images très pertinentes et très réussies. Mais après, la belle image, au bout d'un moment, ne suffit plus.
Et il y a une prise de conscience qui s'est fait pour ma part. C'est vrai, quand par exemple, je repense à un moment un peu particulier, quand j'étais au Kenya, dans le nord du Kenya, à Turkana. Donc c'est le nord, c'est vraiment extrême pour y aller. On peut y aller qu'en avion, quoi. C'est même pas conseillé d'essayer de s'aventurer en voiture ou en véhicule, quoi. C'est très compliqué. Et là, je suis allé rencontrer une tribu vraiment authentique, les Turkana, quoi, qui vivent essentiellement de la pêche. Il y a aussi un cratère aussi là-bas, donc c'est un endroit fantastique, très reculé. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait déjà une pollution plastique qui était déjà importante. Donc, même si on en parle déjà depuis longtemps, je suis resté très surpris de voir autant de plastique sur ces zones-là. Et en plus, je pense qu'ils n'avaient pas du tout le savoir-faire ou comment s'occuper de cette pollution, de ces déchets-là. Donc déjà là, je me suis dit waouh, pour que ça arrive jusque-là, ça commence déjà à être un peu déjà ça commence à être un peu compliqué parce qu'on n'est pas sur des zones qui sont dites touristiques, d'accord? Et on a déjà de la présence plastique, du déchet, de la pollution qui commence à se stocker en masse. Donc déjà, ça commençait à m'alarmer. Et après, l'élément, je pense, très déclencheur, ça a été la fonte des glaciers quand je suis allé à plusieurs reprises réaliser des reportages en Arctique, donc sur des zones de l'Islande, de la Laponie et surtout du Spitzberg, qui est un élément clé dans, dans, dans notre regard sur l'impact qu'on a sur la planète, parce que le Spitzberg, ça reste encore, on va dire, touché, mais on peut voir les effets qu'aura notre impact, parce que c'est un effet miroir, quoi, en gros, sur ce qu'on a nous comme action, quoi, de mauvaises actions, on va dire, sur la planète, quoi. Donc Alors, tu peux nous en parler un peu plus là du Spielberg là, ça n'a rien à voir avec le cinéaste, je suppose. Mais c'est quoi? C'est un glacier? C'est quoi exactement? Alors Spitsberg, c'est une région qui est pas loin qui est vers le pôle Nord, hein, qui est pas loin du Groenland, hein, qui est juste en dessous du Groenland, pas très loin de l'Islande. Donc on est sur sur une zone qui est le cercle arctique. Et le Spitsberg, lui, dépend, on va dire, de la Norvège, parce que ce sont les contrées du Svalbard qui dépendent du pays norvégien. Et pour te dire, François, un peu plus en détail, pour être un petit peu assez précis pour nos auditeurs aussi, le Spitsberg, donc il y a un traité entre 21 pays qui se partagent cette zone avec un commerce le plus équilibré et possible. Donc, si demain, d'ailleurs, tu veux aller faire monter ton commerce au Spitsberg, c'est possible, mais il faut pas que tu fasses plus que ton voisin parce que c'est une histoire d'équilibre. Et donc, ces traités des 21 pays est très important parce que dans ces 21 pays, il y a plusieurs nations qui sont rentrées récemment aussi, comme la Russie. Et donc, bien sûr, voilà. Et certains pays, en fonction de leur territoire qui ont leur été octroyés, quoi, hein, ils ont des zones maritimes. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur Spitsberg, parce que on va dire, l'action de l'homme sur le Spitsberg amène évidemment une fonte des glaciers, un réchauffement climatique accru, et on va dire certains organismes souhaiteraient cette fonte des glaciers accélérée pour pouvoir faciliter du commerce, de la navigation maritime. Et ça c'est un danger. Donc c'est vraiment, c'est une là il faut aussi, on va dire, c'est des signaux d'alerte qu'on émet déjà depuis un moment, mais que moi j'avais envie de passer à l'action plus avec le projet là du coup que j'ai lancé avec toute une équipe de départ et qui va s'agrandir, qui est le projet Arctique Interaction. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant et touchant par l'Arctique? Parce que si on l'imagine de loin, c'est un monde blanc, froid, un peu hostile, hein, on peut dire même. Ah, alors c'est vrai qu'il y a de la biodiversité, mais comment dire, il y a des ours polaires, etc. Il y a une vie marine aussi très 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 riche. Mais qu'est-ce qui t'a attiré et qui t'a poussé vraiment à t'engager pour ce lieu?
Tout d'abord, c'est vrai que comme tu disais, c'est des zones qui sont très reculées et très hostiles. Donc moi, quand je parlais de chercher de l'authenticité et une nature euh, quasiment ou intacte, c'était pour moi un endroit tout indiqué, et puis un endroit même rêvé, parce que se retrouver donc un photographe animalier amoureux de la nature qui a envie de voir comment se passe la vie animale et la nature dans ces zones qui ne sont pas encore touchées, c'est magique parce qu'on voit se dérouler devant moi tout un spectacle, quoi. Et encore une fois, c'est important de prendre le temps. Le photographe animalier, lui, est obligé d'être bien sûr patient. L'observation, ce n'est pas que déclencher son boîtier et faire ses photos, c'est aussi comprendre dans l'élément dans lequel on se trouve pour essayer de mieux l'appréhender et de mieux le vivre, quoi, aussi, quoi, et de le comprendre, quoi. C'est très important, quoi. C'est vrai que quand c'est des campagnes sur l'Arctique, que ce soit sur la Laponie finlandaise, la Laponie norvégienne, l'Islande, le Spitsberg, c'est toujours des campagnes qui durent quand même. On peut pas, en un claquement de doigts, euh, tout de suite comprendre comment ça se passe sur ces pays-là. Il faut pouvoir prendre le temps. La Laponie, ça va être pouvoir observer les rennes. Ça va être des animaux un peu comme vraiment qui sont spécifiques en fonction des lieux, quoi. Hein. L'Islande, ça va être beaucoup d'ornithos avec le faucon gerfaut, avec les macareux, avec les baleines, les globies. Voilà, et le Spitsberg, comme tu l'as bien dit, c'est l'ours polaire. Et là, encore une fois, le réchauffement climatique et surtout l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique a un effet dévastateur sur tout cet écosystème. Pourquoi? Parce que la banquise repart très rapidement, elle touche à peine la Terre finalement, et puis elle repart. Et l'ours polaire a besoin de chasser, par exemple, les phoques ou d'autres animaux. Et là, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lui, il va se rapprocher de zones habitées. Et souvent, la plupart du temps, du coup, François, quand les ours se mêlent à l'humain et vont au contact de l'humain, ça se termine très mal pour l'ours. Bien sûr, c'est Mm. comme avec le requin d'ailleurs. J'ai vécu la même histoire avec le requin où on a sorti le requin de son lieu naturel pour des fins financières et touristiques, hein, et de vendre de l'exceptionnel, entre guillemets. Et puis à la fin, quand il y a un accident, c'est le requin qui paye, quoi. C'est ça. Il y a Et un très beau c'est... documentaire d'ailleurs sur ce sujet-là que tu as dû, je pense, certainement voir et tout. C'est Les requins de la colère de Jérôme Delafosse, quoi, Ah non, qui non, est, non. Ah bah, je qui est vais le très regarder. intéressant. Ouais. Ah Qui a une ouais, ouais, ouais. approche sur le requin qui est complètement différente de celle qu'on a pu nous donner comme préjugés sur certains animaux, quoi, qu'on Bah peut oui, avoir. c'est comme le directeur de les fameux Dents de la Mer qui regrette jusqu'à ce jour d'avoir fait ses films à grand succès dans les années 80, même début 80, je crois, et qui disait que il avait changé la perception de l'animal et pour le pire, et depuis, ben, ça devient vraiment un comment dire, quelqu'un qui essaye de défendre la cause des requins à travers le monde. Et c'est vrai qu'on a une mauvaise image. Il y a tellement de choses à apprendre des Mm. requins. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que même si c'est vrai que là c'est l'Arctique qui est un peu notre on va dire notre focus, quoi. Mais c'est vrai que c'est des préjugés qu'on peut avoir sur certains animaux et même alors moi j'adore les dessins animés comme le Roi Lion, comme tout ça et tout. Je suis très à chaque fois que je vais en Afrique, là j'étais encore en Botswana il y a pas longtemps. Pour moi ça me parle tous ces voilà, et j'entends souvent les gens qui me parlent de hyènes, que c'est moche, de chacal, tout ça. Et bon, alors les hyènes, c'est pas forcément peut-être glamour, mais le chacal, c'est pas moche, quoi. C'est pas. Alors, mais et du coup, on a des préjugés des fois qu'on nous intègre par Bien rapport sûr. effectivement à ce qu'on nous montre. Et voilà. Et là aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qu'on veut, c'est montrer aux gens la richesse et la biodiversité de l'Arctique et de pouvoir, à travers peut-être la belle image, déjà toucher le public, mais encore plus avec les scientifiques qui travaillent avec moi et qui font partie de mon équipe, pouvoir ouvrir et amener des solutions. Voilà, parce que on en est là, on n'est pas là juste pour alerter et alarmer les gens, on est là pour aussi essayer de montrer
et de proposer aussi des solutions. C'est quoi exactement Arctic Interaction? C'est quoi? C'est une association? Alors, Arctic Interaction, c'est un projet, un projet qui est international, hein, donc je devrais le dire Arctic Interactions, et c'est un projet donc qui a pour but de d'amener, on va dire, des différents talents et compétences, parce que je me suis aperçu que la belle image ne suffit plus, et de faire chacun notre travail dans notre coin ne fait pas forcément avancer trop vite les choses. Et donc là, je me suis amené sur un constat qui était, eh ben, moi, dans mes reportages, depuis déjà plusieurs années, je travaille avec beaucoup de scientifiques, que ça soit sur les orques en Méditerranée, que ça soit sur des zones comme les pôles, l'Antarctique, l'Arctique. Et donc, je suis amené à chaque fois à côtoyer des scientifiques parce que, effectivement, pour moi, je veux amener du sens à ces projets-là et ça passe par là. Donc, je fais ce constat-là, tout simplement, en me disant, il y a la photographie, il y a la science et il y a l'environnement. Il n'y a pas que ça, certainement. Mais en tout cas, déjà, moi, ce que je souhaitais, c'est déjà monter une équipe et avec tous ces talents et ces compétences, pouvoir apporter, on va dire, des solutions du coup au public. Donc, ce projet Arctic Interaction, lui, a pour but d'être un projet engagé pour la défense des pôles, plus particulièrement de l'Arctique. Et dans ce projet-là, donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir des scientifiques qui se sont joints très rapidement à ce projet. Et donc, du coup, Déborah Pardo, qui est une écologue, donc a rejoint le projet. Ouais, c'est une copine. Et d'ailleurs, j'avais été un des parrains pour qu'elle parte en Antarctique il y a quelques années pour un projet scientifique. Et c'était génial, quoi. Et aujourd'hui, elle a créé même les Earthship Sisters. Elle est vraiment très engagée, dynamique. C'est ça. Vraiment, c'est top, c'est top. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que Déborah, on s'est rencontrés aussi en Antarctique. C'est marrant quand tu dis ça parce que finalement, de toute façon, c'est des rencontres terrain, hein, et puis après c'est des accroches et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très engagé, qui aime les choses concrètes. Et ça, moi, ça m'a plu, ça m'a touché. Léo Decaux, qui lui est glaciologue, je l'ai également rencontré aussi lors d'une campagne en Antarctique. Et donc Léo a un savoir-faire aussi qui est exceptionnel parce qu'il a vécu plusieurs années, plus de 7 ans au Spitzberg. Donc c'est pas rien. Il a étudié les glaciers, il a fait des relevés, il avait avec des capteurs, avec des données qu'il a pu récolter. Et là, c'est sûr que sur le recul de ces glaciers à la vitesse où ça va, lui vraiment a des données qui sont vraiment très précieuses pour nous. Donc s'entourer de ces scientifiques-là, déjà, c'est une chance. Et donc, ils font partie du projet. Et voilà. Et au-delà de ça, du coup, François, comme tu as bien compris que j'étais quelqu'un de très terrain, du coup, on a eu la chance dans ce projet aussi d'avoir des partenaires ou des institutions qui nous ont soutenus très rapidement. Je pense bien sûr à la Fondation aussi Prince Albert II qui nous soutient dans ce projet et aussi à Energy Observer qui est pour moi très intéressant, très important parce qu'on parlait de données internationales et françaises. Là, on est sur une information française avec Energy Observer. C'est Victorien Hérussard qui est le patron, le capitaine de ce projet, que je trouve fabuleux. Ça fait depuis plus de 4 ans que je les suis et ils sont tout le temps dans la recherche d'énergie à développement durable, à l'hydrogène. Et donc, si tu veux, ils sillonnent le globe avec leur catamaran d'un point de vue solaire et hydrogène. Alors, je pourrais peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais en tout cas, ils sont sur de la zéro émission carbone, ça c'est sûr. Et le Spitzberg, d'ailleurs, ils ont navigué au Spitzberg avec zéro émission carbone aussi. C'est important de le dire, vu qu'on parle de ces zones. Et donc, pour moi, c'était très important de montrer au public qu'à un instant T, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la recherche de ces énergies donc à renouvellement durable, et Energy Observer en fait partie. Donc peut-être dans 10 ans, on adoptera ce type d'énergie, mais c'est important de dire, voilà, de montrer du doigt comme un clin d'œil et de dire, voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent.
En plus, c'est des Français, donc génial. De tout ça, tu sors un livre, parce que tu l'as coécrit justement avec ces deux scientifiques, hein, Déborah et Léo. Euh, quelle était l'intention derrière ce livre, justement? C'est quoi? C'est quoi le message que tu passes? Alors, c'est vrai que le livre Arctic Circle, c'est tout d'abord, c'est une des activités du projet Arctic Interaction, parce que du coup, pour expliquer peut-être au public l'Arctic Interaction, donc le projet, lui, a plusieurs activités. Donc, le livre en fait partie. Et donc, à travers ce livre, c'est vrai que j'ai demandé à Déborah et à Léo de coécrire avec moi ce livre parce que effectivement, je voulais qu'ils aient leur regard, qu'ils puissent partager ce regard, cette expérience avec le public. Et donc, on est trois à écrire dans ce livre, dans cet ouvrage, qui est un beau livre, qui est un livre qui est un format carré. Il y a 95 photos. On est sur 176 pages. On est sur un beau livre photo, mais effectivement avec de l'écriture assez, je dirais, épurée et pertinente pour éveiller aussi. Parce que c'est vrai qu'un beau livre photo, avant tout, c'est la photo. Mais on y retourne souvent parce que on se dit qu'est-ce qu'il y a en face, puis voilà, donc on redécouvre à chaque fois le livre. Et là, le regard de Déborah et Léo était très important pour moi parce que finalement, c'est un peu comme si on avait trois histoires dans le livre. Et donc ça s'inscrivait complètement dans le projet. Par rapport à ce livre, je me souviens que Déborah, quand je l'avais interviewée, m'avait dit, tu sais, François, quand les gens sont en vacances, et elle animait en tant que guide des croisières en Antarctique, elle me disait qu'il y avait cette fenêtre d'ouverture d'esprit où les gens étaient beaucoup plus relax, etc., et étaient prêts à recevoir de l'information. Et je me disais, est-ce que justement un livre comme celui-ci peut être source d'inspiration pour les acteurs du tourisme à justement mettre en avant les vertus pédagogiques qui puissent exister dans le tourisme? Moi, je l'ai vu à travers différentes expériences que j'ai pu réaliser avec le laboratoire marin. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une complémentarité ou des possibilités de coopération entre ton projet et les acteurs du tourisme? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme doit bouger, doit évoluer, donc il peut apprendre en plus de vous, mais aussi partager la connaissance, qui est l'intention de ce podcast, qui est l'intention de beaucoup de choses. Et je trouve que ça pourrait être intéressant à explorer. Qu'en penses-tu? C'est très intéressant, mais très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, c'est le souhait, c'est vrai de faire interagir tout le monde et de faire agir tout le monde aussi. Effectivement, pour aller jusqu'au tourisme dans ces zones de l'Arctique et de pouvoir effectivement faire un travail avec des croisiéristes ou des voyagistes peut-être, et très intéressant parce que c'est vrai que c'est par là où on va pouvoir en premier lieu montrer et surtout agir sur le respect de la nature, de l'environnement et des codes qu'il faut adopter sur place. Et ça, c'est très important, effectivement. Donc, le livre va amener des informations intéressantes et peut-être une réflexion pour le public et pour tout le monde sur la richesse, la beauté de ces zones. Avec le texte de Déborah et Léo, ça va amener effectivement des informations intéressantes et encore une fois, l'image et le texte, chacun y verra un petit peu comment il sera touché, mais c'est vrai que l'idée, c'est de s'émerveiller à chaque fois qu'on tourne une page dans un livre. Et le travail avec les voyagistes et les croisiéristes est très important. C'est vraiment très important ce que tu as dit là. Et ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que je suis quand même en contact souvent avec des croisiéristes comme Ponant. Il y en a d'autres aussi comme Grands Espaces aussi avec Christian Kempf, avec beaucoup de guides qui travaillent pour ces croisières et ces voyagistes. Et ce qu'on entend souvent, c'est que du coup, ils sont quand même déjà, ils adhèrent à des chartes qui sont déjà régulées, c'est-à-dire pour l'Arctique. Tu sais, il y a une association pour d'ailleurs les croisiéristes, hein, pour les opérateurs de croisière en Arctique, qui est Oui, comment ça s'appelle? alors c'est l'AECO, l'AECO, qui est une association qui met
des codes en place, des règlements en place plutôt, pour que ces croisiéristes et ces voyagistes respectent la nature, respectent jusqu'au débarquement effectivement sur des sites bien particuliers, pour ne pas abîmer la nature et pour ne pas trop interagir non plus avec les animaux, pour ne pas non plus trop les habituer non plus à l'humain. Alors on a encore une chance du coup François, c'est que dans les zones arctiques et les zones polaires, c'est encore assez élevé en termes de tarifs pour aller dans ces zones-là. Donc, c'est encore peu touché par l'homme, par l'humain. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment peut-être sensibiliser tout le monde maintenant, parce que quand tout le monde va demain aller au Spitzberg en Arctique ou en Antarctique, il faut vraiment que tout le public soit vraiment très attaché à ces données-là et pas simplement juste pour dire j'ai été en Antarctique ou j'ai été en Arctique, et pouvoir respecter, voilà. Et ça passe par effectivement les croisiéristes et les voyagistes, comment ils adoptent leur méthode de débarquement sur site. Voilà. Tout ça est régulé. Au Spitzberg, par exemple, c'est le gouverneur du Spitzberg qui fixe les règles sur le Spitzberg. Donc, voilà, donc ça passe évidemment, tu t'imagines bien, par le nombre de personnes qui peuvent débarquer sur un site, qui ne doit pas dépasser, par exemple, 100 personnes, c'était déjà beaucoup. Je te parle pas évidemment des drones, de tous ces éléments perturbateurs, voilà, qui sont très régulés. Voilà, donc il y a des choses en place, mais le plus important, c'est comment nous on adopte notre comportement envers la nature. Et c'est vrai que déjà sur le site de l'AECO, c'est intéressant. Il y a déjà beaucoup de données très très pertinentes qui sont pas là juste pour bloquer notre envie d'aller vers la nature, mais juste pour la respecter. Ouais, je suis en train de regarder ce site et c'est vrai qu'il est très riche et très intéressant. Et si on revient sur ton livre là, donc tu as, j'adore, là je suis sur le site de ton livre, un recueil d'observations d'une intensité rare au cœur de la vie sauvage et on voit les photos, ça donne vraiment envie, c'est un document de super qualité. Tu fais un financement participatif par rapport à ça. Je crois qu'à la veille de Noël, le timing est impeccable, quoi. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors on a lancé les précommandes sur la plateforme Ulule. Donc pour ceux qui bien sûr voudraient déjà commander cet ouvrage et puis pouvoir le mettre sous le sapin ou voilà, soit pour eux, soit pour leurs proches. Et puis donc on a voulu avec toute l'équipe d'Arctic Interaction, parce que l'équipe d'Arctic Interaction c'est aussi évidemment la communication, c'est aussi de l'infographie, c'est tous ces gens qui sont un peu dans l'ombre et qui font un travail remarquable. Céline Père qui s'occupe de la communication d'Arctic Interaction fait un super boulot et donc quand vous irez voir la page pour les auditeurs qui n'ont pas encore pris connaissance, vous découvrirez tout ce qu'on a pu présenter déjà sur le projet, plus ceux qui ont envie de s'investir et de participer. Moi, je trouve que c'est génial le financement participatif parce que on peut participer à sa mesure, à ce qu'on a envie de mettre ou quoi, etc. Il n'y a pas d'obligation. Déjà, c'est bien pour les gens qui veulent prendre conscience du projet et des défis à relever sur l'Arctique. Et puis en plus, derrière, on a proposé des petites raretés sur ce genre de plateforme sur Ulule, donc comme des cartes, on a mis des cartes postales vraiment uniques, on a mis évidemment des affiches, on propose également des temps sur des workshops aussi. Donc voilà, donc sur ce lien, sur cette plateforme Ulule, du coup, vous pourrez retrouver le livre en précommande avec plusieurs éditions. Parce que du coup, l'idée, si tu veux, François, c'était j'auto-édite le livre. Donc moi, je suis moi-même éditeur, donc j'ai aussi cette casquette-là. Et c'est pas pour rien, parce que finalement, j'avais envie de mettre tous les ingrédients qui me tenaient à cœur. Donc le livre se présente en trois formats. Il y a un format classique que vous découvrirez. Il y a un format avec une édition limitée avec un tirage fine art d'une photo. Donc celui-là est Donc ça veut dire niveau. quoi, tirage fine art? C'est comme un poster, c'est une grande photo, C'est une photo, un tirage de photographie d'art, donc sur du très beau papier avec une très belle qualité, et qui lui est un format de 20 par 30. Donc on reste, si tu veux, pour que ça soit dans les formats du livre aussi et par rapport à l'expédition.
Et on a un autre format qui est un format coffret avec un très beau coffret qui lui est en édition limitée, numéroté à 50 unités. Et là, on insère trois images, trois tirages fine art 20-30 qui sont, eux, pour le coup, limités et numérotés. Donc ça, c'est très important. Donc, il y a une rareté. Donc, ça se fait souvent sur des beaux livres. Et donc, j'ai été jusqu'à pousser les choses jusqu'au bout avec l'imprimeur, sur le choix de l'imprimeur, les certifications pour l'environnement. Donc voilà, en tant que photographe engagé pour l'environnement, et là on est sur la photo plutôt au service de l'environnement, si je peux me permettre à la limite de Bien dire ça, sûr. c'est. Et donc voilà, et donc c'est vrai que je te disais, je t'en parlais là tout fraîchement, que même par rapport à l'emballage du livre, Ouais. il y a un choix qui a été fait aussi, ben, jusque dans les petits détails qui font peut-être avancer les choses aussi. Hein. On parlait de faire des actions, quoi. Donc là, bah, par exemple, sur le livre, il n'y a pas de filmage plastique sur le livre. On n'a pas voulu mettre du plastique, quoi, c'est clair. Donc finalement, on a un filmage de protection sur la couverture qui suffira amplement et il n'y a aucun problème. Vous recevrez votre bouquin à la maison, il sera parfait. On a simulé cet envoi. Euh, donc voilà, tu vois, c'est des petites actions comme ça, mais qui font que jusqu'au bout, on essaie de tenir le challenge pour relever le défi face à ce changement climatique et des effets qui peuvent être dévastateurs dans les régions polaires et pour la planète en général, quoi. Super. Et ce livre va être décliné. Il va être décliné en un événement qui va prendre place bientôt. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça fait partie effectivement des activités du projet Arctic Interaction. Donc, du coup, le livre était une activité. L'exposition qui découle du livre, donc l'exposition Arctic Circle, se tiendra en place à Monaco, dans un lieu qui s'appelle l'Espace 22, et donc en plein cœur de Monaco. Et donc, cette expo va durer quand même un bon moment parce qu'on sera présent 3 mois. 3 mois pour pouvoir toucher les gens sur les images du livre, sur le retour des scientifiques, sur tous les ingrédients qu'on a envie de porter. Et, euh, et donc c'est intéressant parce que dans cette expo, il y a le souhait de pas non plus trop enfermer cette expo, mais aussi de la faire sortir. Et le projet Arctic Interaction, c'est évidemment des conférences, des masterclass. C'est aussi à ça que nous servent aussi les donations et les levées de fonds sur Ulule. C'est à pouvoir mettre des actions en place, hein, et donc dans la continuité. Et là, pour nous, c'est important parce que on va aller directement à la rencontre du public et aussi du jeune public, parce que moi, je suis très, très, euh, comment dire, pour moi, c'est très important d'aller vers aussi le jeune public qui, lui, va adopter les meilleurs gestes pour demain. Et donc, entre autres, on va intervenir avec des professeurs, que ce soit d'histoire géo, parce que peut-être leurs cours correspondent à des zones comme l'Arctique. Donc, on rentrera dans le programme de certains profs. Donc, ça, c'est sur la zone sud pour l'instant, au point de vue des scolaires. Mhm. Et, euh, et donc voilà. Après, il y a d'autres aspects qui sont très intéressants. On peut accrocher le jeune public comme la photographie d'aventure. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les personnes, et de plus en plus évidemment la nouvelle génération adore les images via nos smartphones déjà. Et dès qu'on parle, tu sais, d'images et d'aventure, eh ben voilà quoi, la photographie d'aventure, ça fait rêver. Et là, on arrive à accrocher le jeune public. Et c'est comme ça peut-être qu'on arrivera, tu vois, grâce à des actions comme ça, à travers l'image, à travers des scientifiques, à travers tout ça, de ramener et de dire finalement, ben, on peut vous proposer des choses. Et là où on va arriver sur un troisième temps, une troisième action du projet Arctic Interaction, c'est une web série qui sera déclenchée dans 2 ans au Spitzberg. Donc, on va retourner au Spitzberg avec du coup les scientifiques pour pouvoir tourner une web série qui sera décliné en 5 épisodes pardon, de 12 minutes et qu'on sera donc entre un reportage d'enquête et un documentaire. Et si tu veux, sur chaque épisode, on va traiter une problématique
et on va amener aussi une solution. Et ça, c'est très important pour nous tous, que ce soit pour moi, pour les scientifiques, pour Déborah, pour Léo et pour d'autres personnes aussi, parce que on ne traite pas juste, on n'est pas là juste pour dire il y a un problème, mais pour amener une solution derrière. Ça, c'est c'est très important. Donc voilà, donc cette web série-là, ça sera une continuité du projet. Ok. En C'est ça. t'écoutant, j'imaginais même que, comment dire, j'imaginais même des destinations touristiques, des villes qui veulent sensibiliser et qui sont engagées dans la préservation de l'environnement, pourraient faire justement des expositions et des ateliers, etc., autour de votre projet. Mmh. Ah oui, Euh, ça peut s'inscrire dedans. ouais, quand j'y pense, sans le citer, mais Yann Arthus Bertrand, je me souviens, j'étais en Thaïlande, faisait des expositions de son livre, des photos de son livre, etc. Alors, c'était juste des expositions, mais ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'il y a vraiment aussi des ateliers derrière qui sont vraiment de sensibilisation. Et j'ai l'impression que c'est de la sensibilisation à différents niveaux, hein. Il y a les jeunes, mais il y a aussi le grand public, parce que tout le monde a besoin aussi d'apprendre. Je pense que la montée en connaissance, elle doit être c'est un accès à tous, hein. Je veux dire, il ne doit pas avoir de, de difficultés pour que n'importe qui puisse s'approprier la connaissance. Et donc, je me disais, il y a pas mal d'événements à faire. Et puis, l'éducation, il faudra qu'on en parle parce que dans le temps, avec Déborah, nous, on avait fait développer 2 programmes quand elle était partie en Antarctique avec les écoles primaires ici de mon village, où justement, les jeunes s'étaient engagés, avaient proposé des idées. Enfin, je sais que Déborah avait été un peu comment dire, bouleversé et ému par tout le travail qui avait été fait par ces jeunes et leurs professeurs. Et je pense que c'est une très bonne idée et j'aimerais bien qu'on en discute par la suite hors antenne, justement, de voir ce qu'on peut faire avec les jeunes dans ma région. Ah bah Parce écoute, qu'il y a il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis cet événement qui arrive là, donc il est en partenariat avec la Fondation du Prince Albert de Monaco, c'est ça? c'est ça, exactement. C'est-à-dire que à la fois la Fondation du Prince Albert II soutient mes projets et là, effectivement, ce projet d'Arctic Interaction, du coup, la Fondation soutient déjà le livre Arctic Circle et l'exposition, effectivement, donc, qui aura lieu du 25 novembre au 25 février 2022. Et donc, bien sûr, on vous attend tous à cette expo qui est ouverte au grand public. Voilà, où il y aura des temps forts aussi d'animation dans ce lieu et en dehors, comme tu l'as bien compris. Donc voilà, on pourra retrouver aussi ce livre en accès sur des lieux un peu plus connus du grand public aussi, comme la Fnac ou d'autres librairies aussi un peu plus intimistes, un petit peu plus conviviales, hein, de certaines villes avec lesquelles on va mettre en place le livre. Et aussi, c'est peut-être important de le dire, c'est vrai que ces activités du projet, elles sont là, comme tu l'as bien compris, pour essayer de toucher le public, mais à travers différents supports. Le bouquin en fait partie. L'exposition sera une exposition itinérante. Cette exposition ne s'arrêtera pas le 25 février 2022. Elle va continuer son chemin à la Monaco Ocean Week en mars 2022 pendant une semaine. Donc voilà, donc on va pouvoir intervenir du coup sur place pour la Monaco Ocean Week. On va pouvoir continuer à donner des conférences et des masterclass pour partager, sensibiliser et donc parler bien sûr de ce qu'on vient de te dire là ensemble, hein, toutes ces choses qu'on vient d'évoquer sur les défis à relever pour les régions polaires et dont l'Arctique. Et donc après aussi suivra aussi l'expo va bouger aussi, donc que ça soit à Toulouse, Paris et jusqu'à Bruxelles. Donc voilà, tu vois, on a vraiment envie, voilà, avec nos moyens, avec notre savoir-faire, de pouvoir toucher les gens, euh, voilà, du mieux qu'on peut, et puis derrière, effectivement, d'expliquer et de communiquer et de partager, quoi. Bravo. Bravo Olivier, bravo à toute l'équipe qui est derrière toi dans ce projet. Merci. Un projet vraiment porteur de sens et porteur de messages aussi. Donc ça, c'est génial.
Et puis moi, je te propose justement, j'irai à cette exposition et j'essaierai de participer à des ateliers pour justement peut-être aussi interviewer Déborah, Léo et toute l'équipe derrière pour avoir aussi leur point de vue par rapport à cet état des lieux de la planète et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au sein du tourisme pour vous aider, pour nous aider. En réalité, c'est même pas vous aider, c'est nous aider tous, quoi, à faire avancer le schmilblick et à vivre dans un environnement qui soit, agréable, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pas si loin que ça, les petits-enfants. C'est pas si loin que ça, les enfants non plus, hein. L'autre jour, je calculais, mon fils est né à 17 ans et si je lui donne 60 ans de plus, on est en 2080. Donc, c'est juste à côté, quoi. C'est juste là. Donc, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, François. C'était top. Et puis, à très bientôt, alors. Merci pour cette invitation. Non, c'est un réel plaisir de pouvoir être avec toi et puis avec tes auditeurs là. Ça, si je peux juste donner quelque chose qui m'a marqué, qui est important pour moi, ça a été à un moment donné Léo Decaux qui me dit Olivier, on dit souvent sauvons la planète. La planète, et ça m'a beaucoup marqué ce qu'il m'a dit. Donc, si je peux le partager avec tout le monde, ça, vraiment, je serais très heureux. Il me disait sauvons la planète, mais la planète, elle sera toujours là, Olivier, derrière nous, quoi. Elle sera toujours là, elle va toujours être là. C'est plutôt sauvons-nous, nous, et c'est ce que tu viens de dire. Et c'est pour moi, je trouve que c'est très important parce qu'effectivement, c'est à nous à adopter les bons comportements pour maintenant et pour les générations futures. Et je trouve que ça a énormément de sens ce que tu viens de dire. Donc ça m'a même fait tilt sur un moment d'échange avec Léo. Et donc voilà. Donc merci pour cette invitation et pour avoir pu discuter ensemble de tous ces belles choses et ces belles choses à défendre, quoi. Ne lâchez rien, continuez, on a besoin de vous. Merci François. Salut. À bientôt Alexandre. Salut. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.